Franck Buter, international, champion d'Europe de basket, vice-président du Limoges CSP et chef d'entreprise. Monsieur Buter, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Eh bien, je l'ai accepté tout simplement parce que je trouvais ce que vous me proposiez était intéressant. Je trouvais que tout ce que je peux faire et tout ce qu'un sportif peut faire pour aider les jeunes, ça fait partie de notre travail, même si on n'est plus sur le terrain. Et je me mets toujours à la place des gens lorsque on me pose une question ou quoi que ce soit. Je me dis est-ce que ça peut leur apporter quelque chose ? Et je trouve que je sais pas si ça peut apporter quelque chose, mais bon, j'ai quand même vécu pas mal de beaux moments. Et le fait de le partager justement avec ces jeunes, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est des choses que des fois on rêve, quand on est gamin, on rêve d'être sportif de haut niveau ou quoi que ce soit, plein de choses, mais sportif de haut niveau, je pense que les jeunes y pensent souvent parce que à la télé on voit beaucoup de sports, essentiellement du foot, du rugby, du basket et tout. Et donc à partir de là, je pense que plusieurs fois, au moins une fois, les jeunes se sont dit tiens, ils ont de la chance pour diverses raisons. Ils ont de la chance de faire un métier, leur sport préféré. Ils ont de la chance de pouvoir être connus. Ils ont de la chance de pouvoir voyager. Ils ont la chance de voilà. Et moi j'ai eu cette chance-là, donc je pense que le fait de partager ça avec les jeunes, je trouve ça super intéressant et ça fait partie aussi de mon boulot, même si je suis plus sur les terrains, ça fait partie de mon boulot. Il y a le côté sportif de haut niveau, et puis après il y a tout ce qui entraîne derrière. C'est-à-dire que si j'étais pas sportif de haut niveau, je serais pas là en train de parler avec vous. Donc voilà, donc je pense que c'est intéressant d'échanger et puis de partager ça, et puis je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est bien d'avoir quelque chose qui nous permet d'un peu d'oublier tout ce qui se passe et puis de se faire de rêver un petit peu. Donc je pense que si ça peut apporter ça, en plus on n'est pas loin de Noël, donc ça serait bien. Et à notre âge, vous vouliez faire quoi dans la vie ? J'étais à votre âge, j'étais comme vous au lycée. La question c'était de savoir, et puis mes parents me les posaient, à me dire qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que il y en a qui savent de suite ce qu'ils veulent faire parce que par l'intermédiaire de la famille, du père, de la mère ou quoi que ce soit, il y a un truc qui les intéresse, ou prendre la suite de quoi que ce soit. Mais moi non, parce que ma mère était femme de ménage, mon père était menuisier dans une usine, donc bon, on veut toujours faire un petit truc qui nous apporte plein de choses. Donc je savais pas du tout, et je me imaginais pas du tout dans le sport parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais interdit de faire du sport à l'école. Donc ce qui fait que c'est quand même pas un truc où je m'étais mis dans le coin de la tête à me dire tiens je vais essayer de faire percer dans le sport. Donc voilà. Donc j'ai fait le cursus classique, c'est-à-dire j'ai voulu faire tourneur-fraiseur. Donc déjà, pourquoi je ne pouvais pas faire de sport, c'est parce que je prenais à l'âge de 14 ans, je prenais 14 cm par an. Donc ce qui fait que ça m'a énormément fatigué et donc le médecin m'avait interdit de faire du sport. Donc je voulais faire tourneur-fraiseur parce que j'avais mon cousin qui faisait tourneur-fraiseur. Et donc il m'expliquait comment ça se passait. Et le médecin m'avait dit non Franck, tu vas pas pouvoir faire tourneur-fraiseur parce que si t'arrives à malaise ou quoi que ce soit sur un tour, il faut faire attention parce que j'étais hyper fatigué. Du style quand je faisais les courses avec ma mère, à chaque fois que j'arrivais au rayon surgelé, il y avait les congélateur où il y avait tous les produits surgelés, j'étais obligé de m'appuyer dessus parce que j'étais fatigué. Donc voilà, je pouvais pas faire toutes les courses avec ma mère sans m'asseoir 2-3 fois parce que j'étais hyper fatigué. Donc résultat des courses, on m'a dit il faut que tu fasses un travail où tu vas être assis pour pas que tu te fatigues trop. Ok, donc j'ai fait pas de rigolade, j'ai fait un CAP employé de bureau. D'accord. Donc voilà, donc je me suis mis à faire de la sténo, machine à écrire. Et puis j'ai eu mon CAP. Et malheureusement, j'ai pas trouvé de branche j'ai pas trouvé d'emploi de ma branche. Et donc je suis rentré dans une entreprise qui était l'entreprise phare de la région. Juste pour vous signaler, moi je suis originaire à côté de Fontainebleau en Seine-et-Marne.
où c'est un peu comme Beaubreuil, c'est une ZUP, hein, c'est une zone, donc voilà. Et on avait une grande entreprise qui embauchait pas mal de personnes, ce qui fait qu'on travaillait tous là-bas. Et donc le but c'était de travailler, de faire des bras de semoirs agricoles. Donc l'objectif, vous avez le semoir agricole, on met les graines dedans, le tracteur le tire et ces bras-là permettent d'ouvrir la terre et puis de semer les graines dans la terre. Et donc je devais en faire à la chaîne temps par heure. Et puis voilà, donc c'était vraiment mais il fallait que je travaille et puis ça faisait, j'étais content de travailler, de rentrer dans une usine et puis d'apporter quelque chose. Donc c'était un travail d'équipe qui me plaisait beaucoup. Je travaillais avec des gens qui avaient 55 ans, comme des gens qui pouvaient avoir 40 ans, 30 ans, donc c'était super intéressant. Et donc voilà, au niveau du travail, comment j'ai vécu votre jeunesse, je dirais, jusqu'à l'âge de 18 ans. Vous avez été joueur de très haut niveau. À quel âge vous avez commencé le basket ? J'ai commencé à 18 ans et demi parce que tout simplement j'avais un ami, son oncle jouait au basket et donc je suis allé le voir jouer au basket et j'ai trouvé ça sympa. Alors j'ai pas trouvé le basket sympa, c'était surtout ce qui était après, c'est que ils allaient manger après une pizza tous ensemble. Et je trouvais ça super sympa. Et donc, pour moi, c'était une manière à 18 ans et demi, je vous parle, hein, de couper le cordon ombilical, avec ma mère, parce que, étant donné que j'étais j'étais pas malade, mais qu'il fallait que je fasse attention à ma santé. Et donc, du coup, j'étais le dernier de la famille. J'ai 2 frères. Et du coup, voilà, j'étais le petit protégé. Et donc le fait de sortir, ça me permettait de sortir un petit peu, puis de sortir du coco familial. Et donc c'était plus le côté, je vous dis, de manger la pizza après le match de basket que de regarder les matchs de basket. Et puis après, c'est vrai que à l'époque, je faisais 2m7, donc c'est vrai que ça aide un peu. Et on m'a dit, écoute, viens jouer au basket. Et j'ai dit, moi je peux pas, le problème c'est que j'ai le médecin qui m'interdit de jouer au basket. Donc, et du coup, on est allé voir le médecin, et le médecin a dit, bon écoutez, maintenant il a 18 ans et demi, c'est bon, il faut qu'il commence un peu à grandir, c'est pas le thème, parce que je faisais quand même 2-7, mais bon. Donc on va le laisser un petit peu faire ce qu'il a envie de faire. Et donc j'ai pu signer ma première licence, qui était en excellence départementale, pour jouer avec justement cette bande de copains. Et étant donné que j'étais à côté on s'est démarré à côté de Fontainebleau, et à Fontainebleau, vous n'avez pas connu ça, parce que il y avait le bataillon de Joinville. Le bataillon de Joinville, c'était quoi ? C'était, à l'époque, on était obligé de faire l'armée. Donc je vous mets une parenthèse, moi j'étais exempté parce que je faisais 2m7, donc j'étais exempté pour 2 cm, parce qu'il y a une taille en haut et il y a une taille en bas aussi. Et le bataillon de Joinville permettait justement à avoir les futurs sportifs de haut niveau de faire l'armée, mais en étant adaptés pour qu'ils puissent rentrer tous les week-ends, faire les matchs dans leur club, ou bien faire des rencontres intermilitaires. D'accord ? Et donc l'entraîneur du bataillon de Joinville, c'était le futur entraîneur du Limoges CSP. Quand je suis arrivé là-bas dans la salle, moi je faisais 2,7 et j'ai vu des gens qui faisaient 2,17, 2,14. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je me suis senti pas être le seul grand. Voilà. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens plus grands que moi. Donc voilà, parce que c'est vrai que dans la ville où je me baladais, on pouvait pas ne pas me voir et tout. Donc des fois, je prenais des chambrages et des trucs comme ça, mais bon, ça fait partie de la jeunesse, donc voilà. Et donc j'ai fait un entraînement avec eux, et il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, pour un grand, tu cours bien et t'as de bonnes mains. Et c'est vrai que j'avais remarqué que quand je jouais avec ces grands-là, je trouvais qu'ils n'étaient pas trop coordonnés. Et donc ça m'avait choqué, parce que du coup, quand vous courez, vous savez très bien qu'il y a le mouvement des bras, il y a des choses comme ça. Et donc, quand on est grand, c'est vrai qu'on a quand même une posture, on a quand même une taille qui est différente des autres, quand même, qu'on le veuille ou non. Et donc, il peut y avoir des choses qui peuvent perturber justement une personne, enfin la différence entre un grand et un petit. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai pas trop compris pourquoi que je courais bien, que j'ai de bonnes mains, mais bon. Et donc, il m'a dit, voilà, je voudrais que je vais à Limoges l'année prochaine, donc la saison prochaine, donc il venait au Limoges CSP. Il me dit, on fait un centre de formation et on a besoin de recruter des jeunes.
Donc il me dit, je veux que tu en fasses partie. Mais le souci, c'est que moi, j'ai quitté mes parents, j'avais 19 ans à l'époque, quitter mes parents ou quoi que ce soit, pour moi, c'était pas possible. J'avais un emploi, en plus, j'étais intérimaire et je venais de signer, ça faisait 3 mois que j'avais signé mon contrat professionnel pour cette entreprise. Donc ce qui fait que je me voyais pas partir. Donc il me dit, je veux voir tes parents. Donc ok, donc il est venu, j'habitais dans un HLM, donc il est venu chez les parents, et il a été correct, il a dit voilà, moi votre fils il m'intéresse, je pense qu'il peut faire quelque chose, je voudrais vous inviter 3 jours à Limoges pour vous montrer les infrastructures, parce que Limoges venait de gagner le titre, la Coupe Corac, donc déjà Limoges on commençait à en parler, et comme ça vous puissiez voir le directeur du centre de formation, voilà, pour vous rassurer. Donc ils ont payé le voyage, on est descendu en train à Limoges, et puis on a pu voir toutes les infrastructures, les principaux dirigeants, et voilà. Et donc après il est revenu et il me dit, il va voir au bout de 3 semaines, il dit, je vous laisse réfléchir, il est revenu à la maison, il a dit alors, mon père a dit, écoutez, je vous dis oui, parce que si je dis non, peut-être qu'il m'en voudra toute sa vie. Donc voilà, on vous dit oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que entre-temps, les journalistes, comme ils font bien leur travail, ils avaient annoncé dans la presse que le Limoges CSP était en contact avec moi. Donc ça faisait la une des journaux et tout. Et donc quand je suis arrivé, je ne savais pas que c'était dans les journaux, quand je suis arrivé au travail, j'ai des collègues de boulot qui sont venus, qui me disent alors tu vas aller au Limoges CSP et tout. Alors je comprenais pas déjà comment ils l'ont su. Ils m'ont dit c'est dans les journaux et tout. Et moi je leur ai dit, attends, moi je viens de signer mon contrat professionnel avec l'usine là, je sais pas, il me dit tu rigoles, il me dit vas-y et tout. Ils sont gentils les gars, eux, ils disent d'y aller, mais moi j'ai mes parents, j'ai un confort ici, donc voilà. Donc finalement, mes parents ont accepté, et puis après je suis arrivé donc, au centre de formation à Limoges, où donc là je me suis retrouvé, même si j'étais avec des jeunes, parce que moi j'étais plus âgé, parce que ça allait jusqu'à 22 ans. Moi j'avais donc 19 ans et demi, et les autres avaient à peu près entre 16 et 17 ans. Et donc voilà, je suis arrivé au centre de formation à Limoges, et c'était impressionnant parce que j'avais le poster du Limoges CSP dans ma chambre, et puis un mois après, je me suis retrouvé dans les vestiaires avec eux. Donc il y avait des sacrés joueurs, des Murphy, il y avait des Apollo Faye, des Sénégal, des gens c'est incroyable. Pour moi, c'était vraiment... je vous dis franchement, je pensais faire une ou 2 années, et puis après... revenir chez moi ou quoi, parce que voilà, donc à titre d'exemple, je suis passé par il a fallu que je fasse des gros efforts, dans le sens où je suis passé de 2 entraînements par semaine à 3 entraînements par jour, où je m'entraînais 2 fois avec l'équipe 1, et le 3e entraînement c'était avec les espoirs, d'accord, et j'ai joué donc avec les espoirs en levée de rideau, et après j'ai intégré l'équipe 1, mais là j'étais surtout là pour apprendre comment ça se passait, parce que c'est vrai que les choses ont été vraiment bien faites, parce que vous arrivez dans un truc où vous êtes dans une bulle, vous êtes sur un nuage, vous êtes dans une bulle, tout le monde vous respecte, ils n'osent pas vous dire bonjour ou quoi que ce soit, ou si vous serrent la main, pour eux c'est... Donc ça, je vous parle des pros. Mais quand nous on est jeunes à côté, on a tendance à vite jouer fleurs bleues et tout ça, de cela, voilà. Mais j'ai eu la chance d'avoir un super entraîneur qui était du centre de formation, qui était Fabien Texier, qui nous a bien fait comprendre que c'était pas gagné d'avance. Donc il y a 2 choses moi qui m'ont marqué énormément. Ça a été, j'ai commencé par la première. Donc on finissait les entraînements après l'équipe 1, donc on commençait vers 19h30, on finissait vers 21h par là. Donc personne n'avait le permis. Donc on s'entraînait au Palais des Sports. On sortait, on était devant la piscine, on faisait du stop parce qu'il n'y avait plus de bus pour rentrer à l'époque. On était logé en face Renoir, au foyer de jeunes travailleurs. Là il y avait un grand immeuble juste en face. Et donc il fallait qu'on vienne justement au foyer de jeunes travailleurs par notre propre moyen. Et on voyait l'entraîneur qui passait, je me rappellerai toujours, il avait de pellement à couper. Hop, il arrivait. Donc au stop, il regardait ces personnes, s'il n'y avait pas de voiture qui arrivait, et il passait, et nous on faisait du stop,
jamais il nous a emmenés. Jamais il nous a pris. Donc je peux vous dire que les mots d'oiseau, il y en avait une fois qu'il était parti là. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on était là en train de faire du stop et tout ça. Donc voilà. Et la deuxième chose, ça a été un jour, j'ai fait au centre de, je jouais. Et puis il me dit de revenir en défense et j'ai dit écoute, coach, je suis fatigué et tout. Il me dit ok, changement. Et puis là, deuxième mi-temps, je suis pas rentré du match. Donc on est reparti en bus. Et puis il me dit Franck, il me dit viens. Donc en principe, quand un coach vous appelle devant à l'entrée du bus, c'est pas où il est, c'est pas forcément bon. Donc je m'assois, il me dit ouais, qu'est-ce que tu m'as dit au match? J'ai dit, écoute Fabien, je t'ai dit que j'étais fatigué et tout ça. Il me dit ok, il me dit tu faisais quoi avant? J'ai commencé à me dit qu'est-ce que tu faisais comme boulot? J'ai dit je travaillais à l'usine. Il me dit tu faisais quoi comme horaire? Je dis je faisais 8h midi, 14h, 17h. Il dit écoute tu feras 8h midi, 14h, 17h au Palais des Sports, du lundi au vendredi. Il dit je passerai te voir. Bon, alors ok, donc bon, arrive le matin, 8h, bon, quand t'as qu'un seul ballon à panier, bon, ça va 5-10 minutes, après tu fais un peu de muscu, mais bon, faire 8 heures là-bas, au Palais des Sports, tout seul, c'est un petit peu enquiquinant. Et donc, donc il est passé plusieurs fois, pour voir si j'étais là, effectivement. Et il est venu, le vendredi, il m'a dit, bon, c'est bon, il me dit, t'es fatigué? Je dis, coach, c'est bon, je suis plus fatigué. Donc voilà, donc tous ces trucs-là. Et c'est vrai que si j'avais pas eu des gens autour de moi qui nous remettaient dans le droit chemin, peut-être que je serais devenu un mec voilà, sans plus, et puis pas avoir de gros objectifs, et puis avoir un niveau très très moyen. Donc voilà, donc être entouré, c'est hyper important. Et ça là-dessus, je remercierai jamais assez le club, parce qu'ils ont su s'entourer de super personnes compétentes pour nous former, nous les jeunes. Comment vous qualifiez le très haut niveau ? Le très haut niveau, c'est le fait c'est une grosse responsabilité d'être dans le haut niveau. C'est déjà vous avez une image à véhiculer. Vous devez être disponible. Vous devez montrer très peu de défauts. Et puis voilà, vous avez une image, que vous ayez le maillot, même si vous êtes habillé en civil, vous avez quand même le maillot du club sur la peau, sur le corps. Donc ce qui fait qu'à partir de là, vous êtes censé être exemplaire. Toutes les manifestations qu'on nous demande, il faut le faire parce que c'est normal, ça fait partie de la vie du sportif. Donc moi je dirais que nous on le vit bien, mais la personne qui le vit pas forcément bien, c'est la personne qui nous accompagne, c'est notre femme. Parce que nous, on vit notre truc, on est à fond dedans, on est comme je vous dis, dans une bulle. On pense à l'après-basket, on pense à des choses comme ça, mais on peut pas faire les deux, c'est pas possible. Quand vous faites du sport de haut niveau, il y a un côté où on vous donne c'est beaucoup physique, c'est beaucoup, faut se reposer pour récupérer, il y a des temps de récupération qui sont importants, et puis tout est axé sur vous. Et les gens qui sont autour de vous, moi j'ai pas vu mes enfants grandir, je les ai découverts, ils avaient 11 ans et 13 ans. Donc on en parlera tout à l'heure, mais quand on arrive après, une fois qu'on a fini le basket, il faut trouver sa place. Donc voilà. Après le haut niveau, l'avantage qu'il y a, c'est que on démarre bien notre vie, parce qu'on a des salaires corrects par rapport à la personne qui se lève le matin pour aller à l'usine, ça je le sais. On gagne bien notre vie, ça nous permet de démarrer correctement notre vie, mais on ne peut pas, comme les footballeurs, vivre de ça, parce qu'on n'a pas assez d'argent, mais ça nous permet de bien démarrer. On a la chance de rencontrer plein de personnes de tous bords, que ce soit du chômeur au chef d'entreprise, ou au politicien, ou au président public, ou au Premier ministre, ou quoi que ce soit. On voyage. On a la chance de voyager, et l'avantage que j'ai eu à la période où j'ai voyagé, c'est qu'il y avait eu encore l'histoire il y avait encore tous les pays de l'Est qui existaient, donc il y avait la partie Europe, et puis enfin l'Europe. Je dirais, oui, tous les pays de l'Est, maintenant ça fait partie d'un seul groupe, mais c'est hyper intéressant, parce que dès l'instant où vous passiez de l'autre côté, de Berlin, vous alliez dans les pays de l'Est, vous voyez la manière dont ils vivaient. C'était souvent géré par des partis politiques, donc ce qui fait que les gens étaient représentés le parti politique. Et donc la Russie, ils étaient là, ils venaient pour défendre leur pays, donc ils avaient ça. Et donc du coup,
on voyait que finalement, il y avait quelque chose de plus par rapport à nous, les Français, c'est qu'ils avaient vraiment le pays dans leur cœur. Et quand ils n'avaient pas, techniquement, ils n'étaient pas super forts ou quoi que ce soit, mais ils avaient un mental d'enfer. Vous regardez tous les anciens Yougoslaves, tous les anciens Russes, tous les choses, c'est des gens qui ont galéré, mais ils vont jamais se plaindre. Ils vont bosser. Et ça, on le retrouve dans le sport. C'est des gens qui ont galéré, et nous, on a eu la chance quand même d'être bien. Donc, j'avoue qu'au niveau sportivement parlant, on ressentait pas mal de choses à ce niveau-là. Après, il y avait tout le côté. Ça m'a permis de rencontrer des gens. On est allé à Tirana, par exemple. Tirana, c'est en Albanie. C'était la ville où on arrivait. Donc, on arrive, on prend on a l'avion. Une fois arrivé à Tirana, à l'aéroport, on va à l'hôtel. Et pratiquement désert. On trouve que des voitures noires. Donc camp diplomatique, des politiciens qui avaient ces voitures-là, soit des camions de l'armée, soit des gens en vélo. Et par contre, il y avait des avenues comme le boulevard, si vous voulez. 2 fois 3 voies. Donc on ne comprenait pas, on se disait, mais comment ça se fait que vous êtes en vélo, il y a des camions militaires, et puis il y a très peu de voitures, mais par contre, il disait, bah oui, parce que le jour où il y a la guerre, l'avion peut atterrir en gros sur le boulevard. Donc imaginez un petit peu le truc, les gens vivaient toujours avec ça, toujours avec ce truc au cas où il y aurait la guerre. Et on a voulu emmener, donc ils sont venus jouer à l'époque, j'étais à Orthez, ils ont voulu, les journalistes albanais ont voulu, parce que c'est des gens qui, malgré qu'ils soient enfermés dans le pays, ils cherchent beaucoup à se cultiver. Ils apprennent beaucoup de langues et plein de choses comme ça. Et ils voulaient qu'on leur apporte des dictionnaires français pour apprendre. Et ben, à la douane là-bas, hop, ils les ont pris de côté et puis on n'a pas pu leur donner. Donc c'est des trucs. Et après, ils nous ont expliqué que pour avoir la télé, il fallait demander une autorisation à l'État. Et pour avoir un vélo, il fallait attendre pratiquement 1 an et demi de salaire pour acheter un vélo. Vous partiez à 4h du matin pour prendre l'avion, il y avait une queue, comme c'est pas possible, devant la boucherie. Enfin, des trucs incroyables. Et ça, c'était en 84, donc les guerres étaient terminées, des trucs comme ça. Mais et quand vous rentrez, quand vous arrivez à Limoges, vous vous dites « Waouh, eh ben, ici, on est quand même vachement bien ». Donc, toutes ces choses-là qu'on rencontre, ça vous fait redescendre sur Terre. Et ça, c'est bien. Parce que si vous voyagez toujours en super chouette avion et tout ça, vous voyez pas ces trucs-là, on vous emmène dans un super hôtel, des trucs comme ça. Moi, nous les hôtels qu'on avait, on était obligés de foutre les matelas par terre parce que du coup, il y avait des pieds de lit, on pouvait pas, étant donné que les pieds dépassaient du lit, donc on mettait les matelas par terre et puis voilà, donc c'était, mais voilà, mais c'était super. Et ça, je trouve ça super intéressant. Donc ça, c'est le côté qui vous fait redescendre sur terre. Après, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que on rencontre plein de gens et ça, c'est hyper enrichissant. On peut parler de tout, donc les gens ont du mal un peu des fois à vous aborder. Alors il y a 2 choses, soit les gens ont du mal à vous aborder, parce qu'il y a peut-être impressionnant, parce que par rapport à la taille ou quoi que ce soit, ou alors c'est carrément parce qu'on serrait la main, ou ça y est, ah oui je connais bien tel, oui parce qu'il m'a serré une fois la main, mais moi je ne connais pas plus, donc voilà, mais ça fait partie du truc. C'est l'humain est comme ça, certain. Eh bien c'est la fin de la première partie du podcast.